Voilà, bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle hypnochronique qui se filme à quelque chose comme 5 heures du matin, je crois, ou 4 heures. J'ai un enfant qui est un peu malade à la maison, donc je veux pas faire trop de bruit, donc j'ai décidé de filmer en extérieur. Puis aussi, c'est l'occasion de faire un format un peu différent. Alors j'espère que le son sera pas trop mauvais. En plus, j'ai déménagé, donc vous verrez peut-être dans les prochaines hypnochroniques que le contexte sera un peu différent, celui dans lequel j'enregistre. Voilà, je voulais déjà remercier tous ceux qui ont continué de m'écrire et qui m'ont posé des questions, soit par les commentaires de mes vidéos YouTube, soit par email, soit par Facebook, et qui attendaient impatiemment cette nouvelle hypnochronique. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je sais que ça a pris presque une année. Je compte m'y remettre plus fréquemment, donc si ça peut rassurer certains. J'avais beaucoup de projets qui sont, pour une bonne partie d'entre eux, assez aboutis maintenant, donc ça me redonne un peu de temps pour vous. Et voilà, donc j'espère que ça fera du bien à certains, ou plaisir à certains de voir cette vidéo. Je voulais aborder un sujet aujourd'hui qui est un peu oublié, à mon sens, qui est quelque chose d'un peu différent de ce qu'on voit en formation, qu'on n'aborde pas vraiment. En tout cas, j'ai jamais vu un format spécial là-dessus, ou un chapitre dans un livre de formation ou autre, qui est la phase de diagnostic un peu indirect. Vous savez, Erikson, il adorait raconter des histoires, c'était un peu sa grande passion. C'est par ce vecteur souvent qu'il faisait passer des messages, qui détectait plein de choses aussi. Et on a tendance à utiliser le storytelling, qui est un super moyen de faire passer de la suggestion ou autre. Beaucoup d'un point de vue actif, c'est-à-dire d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue de traitement. On a envie de raconter des histoires, utiliser des métaphores, faire des choses comme ça qui vont nous permettre d'avancer avec le patient et de lui offrir des regards nouveaux. Et on oublie aussi qu'une grande partie du storytelling d'Erikson servait à diagnostiquer le fonctionnement de ses patients. On a tendance à utiliser beaucoup le questionnement en formation. On a des fois des grilles de détermination d'objectifs qui sont définies, qu'on suit rigoureusement pour certains. Puis parfois on oublie qu'il y a d'autres moyens de diagnostiquer, d'établir des métaprogrammes, par exemple pour ceux qui font de la PNL, qui peuvent être utiles bien sûr, même s'ils ne sont pas indispensables évidemment, mais qui peuvent permettre beaucoup de choses en fait. Je ne sais pas si vous avez lu ce livre d'Erikson qui est un séminaire avec Erikson plutôt, qui n'est pas d'Erikson pardon, mais qui raconte un séminaire avec Milton Erickson. Je crois que le titre du livre c'est Un séminaire avec Milton Erickson précisément. Et il y a un chapitre là-dessus, en tout cas quelques pages au minimum, sur le diagnostic par le storytelling. C'est quelque chose d'assez intéressant parce qu'on voit qu'Erikson utilise beaucoup de la projection volontairement pour voir ce qui touche ou touche pas son patient. Par exemple, il donne une anecdote, si ma mémoire est bonne, sur une patiente qui a une phobie. Et puis il parle du fait que voilà, il a des patients qui changent très rapidement en un déclic pour qui la vie est facile. Lorsqu'ils ont envie de faire du changement, il a juste à trouver un vecteur ou un objet ou une motivation de changement. Puis tout à coup, on se retrouve avec quelqu'un qui change très rapidement. Et puis de l'autre côté, il parle de patients qui prennent beaucoup de temps à changer, à qui il faut répéter les choses, à qui il faut expliquer, pour qui il faut chercher, pour qui il faut laisser tourner les choses dans leur tête avant que ça se mette en place. Puis il observe, et puis il se rend compte que la personne qui est phobique réagit beaucoup plus, hoche la tête, valide, est intriguée. Quand il parle de ces gens qui ont... alors au passage, c'est très calme, c'est Morges en Suisse. C'est beau, c'est joli. Hein, voilà. Je vous laisse voir un petit peu. Hein. Et donc, il déduit très rapidement que cette personne a besoin de temps pour changer. Il n'est pas en train d'essayer de glisser des suggestions précises,
bien qu'il l'utilise sans doute aussi pour ça à ce moment-là, mais c'est pas sa priorité. Il est surtout là pour établir un mode de fonctionnement de la personne juste en parlant de la personne, de d'autres personnes que cette personne en fait. Et on sait qu'Erikson regardait très peu ses patients. Quand il parlait, il avait l'habitude, et vous pouvez le voir dans les vidéos à la fin de sa vie, de regarder par terre, de regarder en l'air ou dans un coin. Et il regardait très peu les gens dans les yeux pendant il racontait des histoires, un peu comme s'il cherchait, au fond, l'attention des gens par le regard, par le manque de regard. Comme s'il disait quelque chose de tellement intéressant, mais sans les regarder, que les gens devaient aller vers lui, devaient juste se laisser absorber, non pas par lui, mais par son histoire. On pourrait imaginer aussi que le regard, l'eye contact, comme on dit, quelque part le maintienne vivant, le maintienne au centre, le maintienne comme un conteur. C'est peut-être pas à vous que je vais apprendre que tout bon conteur, c'est un conteur qui se fait oublier. Vous savez, à un moment donné, on l'oublie. Il nous parle et puis on se laisse voyager dans des idées, dans des choses. Si bien qu'on oublie que quelqu'un est en train de nous parler, en fait. Je me souviens quand j'étais enfant, très facilement, quand j'allais voir des conteurs, parce que ça m'arrivait, dans des centres d'animation, des choses comme ça, il y a vraiment un moment où je me disais « Waouh !» J'ai même plus l'impression, je me souviens quand je revenais à la réalité, j'avais presque oublié que j'étais assis là à écouter quelqu'un parler, quoi. J'avais ce film, encore plus réaliste qu'un film, en fait, dans mon esprit, qui me racontait l'histoire avec juste ce talent de conte que la personne avait. Et Erikson, en fait, par sa faculté de se faire oublier, en étant tout petit, en étant tout insignifiant presque physiquement, se retrouve à être en fait au centre, non pas d'une attention consciente, mais au centre d'une histoire, et de s'effacer au centre de cette histoire. C'est bien que la personne se retrouve à rêver, à imaginer, et plus tellement à écouter quelqu'un parler en fait, un peu comme un conteur. Et puis il adorait cette façon qu'il avait de... Enfin, il adorait ça, jouer avec l'esprit des gens. Il adorait ça, voir à quelle vitesse les gens pouvaient se laisser embarquer dans des choses. Et il testait beaucoup. Et très souvent, beaucoup plus souvent qu'on pense, ces histoires avaient deux fonctions, en fait. Il y avait bien sûr des métaphores, des choses, des trucs imbriqués qui servaient à faire passer des suggestions, mais il y avait aussi tout un tas de trucs qui permettaient, grâce à sa vision périphérique, de détecter un petit mouvement, une petite réaction, quelque chose d'un peu différent, quelque chose qui lui donnerait raison. Alors il avait tendance à projeter, en fait. À projeter parce que, non pas sur la personne, en lui disant bah, « vous êtes peut-être comme ci, vous êtes peut-être comme ça », c'est un peu ce qu'on nous dit en formation de ne pas faire, mais en projetant sur des autres et indirectement sur cette personne. Vous savez, vous voyez tout de suite si vous parlez de quelqu'un et que vous dites quelque chose, peut-être si vous faites de la covert, un peu de la conversationnelle, vous voyez très vite, peut-être que si vous utilisez le storytelling pour parler de quelqu'un d'autre, les gens vont réagir plus ou moins, s'ils se sentent concernés. Ils vont réagir à ce que vous leur dites. Et puis ça peut vous donner des indications. Et en fait, pour revenir à cette histoire de cette phobique, il se rend compte qu'elle réagit beaucoup à cette description d'une femme qui met du temps à changer. Et alors que lui, qui était un psychiatre et qui voyait les gens très régulièrement, plusieurs fois par semaine parfois, tout à coup il en déduit qu'en fait cette personne, elle n'a pas vraiment besoin de lui, qu'elle a juste besoin de temps. Et donc en fait, juste en la voyant 2 fois dans le mois qui vient, ce qui est à peu près un rythme normal, en tout cas pour moi, de consultation, une fois toutes les 2 semaines, 2-3 séances. Mais il se dit, voilà, je laisse passer les choses, je vais lui laisser du temps. Alors il fait son travail, il fait de la suggestion, il fait de l'hypnose très indirecte. Puis la personne, après 2 séances, elle a plus sa phobie, elle est délivrée de sa phobie, parce qu'elle a pris le temps. Parce que juste en parlant de quelqu'un qui avait besoin de prendre le temps, il a vu que la personne validait inconsciemment par des gestes, par des mouvements, par des hochements de tête, par d'autres choses. Et tout à coup, cette personne, elle se met à changer parce qu'elle digère, elle prend le temps de process, comment on pourrait dire, presque de digérer l'information, de
mais c'est tout ce qui se dit, tout ce que Erikson lui dit, tout ce qu'il lui dit sans lui dire aussi. Faire son travail, faire son bout de chemin. Et je vois beaucoup de gens qui parlent de métaphores, de choses, de thérapeutes qui sont à la recherche de métaphores pour un problème précis, ou d'une histoire, ou de quelque chose. Alors, outre le fait qu'on peut inventer des histoires, mais que c'est toujours mieux si elles ont un fond de vérité parce que ça leur donne du crédit et du coup, la personne y croira plus et au travers de la congruence, elle pourra s'identifier plus facilement à cette histoire. Mais outre tout ça, il y a quelque chose qui est très important, c'est de comprendre que l'histoire est un formidable outil de diagnostic. Que c'est par cette histoire que vous offrez à la personne et par la façon qu'elle a d'y répondre, la façon qu'elle a peut-être de réagir à la suggestion, à l'idée qu'il y a derrière cette histoire, qui vous donnera des indications. Et au final, si on regarde un peu ce qu'Erikson faisait, on le voit très peu questionner les gens. Aujourd'hui, on est dans une approche méthodique. Voilà, comment vous fonctionnez, qu'est-ce qui se passe quand vous faites ci, qu'est-ce que vous ressentez quand vous faites ça. Au final, Erikson, on le voit très peu faire ça, en fait. Ça lui arrive, bien sûr. Et puis, ça représente une partie de son travail, je ne dis pas qu'il ne le fait pas. Mais ça représente une petite proportion par rapport à ce qu'on voit parfois de gens qui passent 1 heure à décomposer, à essayer de comprendre comment la personne fonctionne. D'un point de vue très conscient d'ailleurs, parce qu'on leur pose des questions et puis on attend des réponses en espérant qu'elles soient justes, alors qu'on sait tous très bien que le filtre de la conscience, si tant est que ça puisse exister, en tout cas le prisme de lecture que la conscience offre est un peu biaisé. D'ailleurs, si la personne avait toutes les réponses, elle n'aurait pas besoin de venir nous voir d'ailleurs, ça c'est sûr. Mais on peut vite aller toucher à quelque chose qui est de l'ordre de l'identification, qui est de l'ordre, c'est joli, de la simplicité, qui est de l'ordre de quelque chose pour laquelle la personne va simplement se dire « Ah oui, tiens, ça me parle ». Et parfois, on en apprend beaucoup plus d'un petit mouvement de tête, d'un petit mouvement de doigts, de pied, d'un petit déplacement, de la tête qui s'écarte ou qui se rapproche, de ce que veut dire le mouvement du corps, des bras qui se croisent, qui se décroisent, de toutes ces choses-là, que de ce que la personne va nous dire consciemment. Ce sera peut-être la conclusion de cette vidéo. Et si vous arrêtiez de poser des questions, comment vous feriez ? Comment vous feriez pour que la personne qui est en face de vous dise tout ce qu'elle a envie de vous dire sans vous le dire ? Comment vous faites-vous pour faire de la personne qui est en face de vous une espèce de grand maître de la communication au point qu'elle n'ait même plus besoin de parler pour vous donner ses fonctionnements, ses idées à elle. C'est peut-être ça la conclusion de la vidéo, c'est si demain, avec vos patients, vous deviez juste raconter des histoires, ce serait pas plus joli comme approche ? Ce serait pas peut-être un peu moins brut, un peu moins carré, un peu moins dur d'un point de vue de l'élégance du geste. Peut-être que on pourrait juste s'en contenter en fait. Et peut-être qu'à la place de chaque fois demander une question, poser une question à quelqu'un pour obtenir une réponse à une information que vous cherchiez, vous pouviez l'obtenir beaucoup plus subtilement et peut-être de manière beaucoup plus hypnotique. Méditez là-dessus et à bientôt.